Bonjour, sur les questions d'eau en matière de qualité avec notre grand dossier. Les normes de qualité d'eau ne cessent d'évoluer en fonction de ce que l'on peut identifier et contrôler. Et on découvre qu'un certain nombre de polluants qui sont désormais pris en compte posent un certain nombre de problèmes en matière de santé publique et de biodiversité. Et c'est aujourd'hui à l'usager des services publics d'eau et d'assainissement de payer pour tout ça. On se retrouve, nous, en tant qu'avocats, on a souvent travaillé pour des services d'eau, soit sur l'adaptation en urgence, livraison d'eau en bouteille ou en citerne, et puis surtout, qui paye pour des pollutions qui sont industrielles, agricoles, qui viennent de produits commerciaux, ou qui viennent de canalisations, mais qui ont été autorisées il y a fort longtemps par l'État, et dont aujourd'hui on découvre qu'elles entraînent des polluants, notamment les fameux PFAS. Surtout ceci, en droit, on a des capacités un peu limitées, on a quelques possibilités d'action, mais qui ne marchent pas toujours très bien, mais il y en a. Et France au public, la FNCCR viennent de pousser un cri d'alarme et de demande que ça ne soit plus aux usagers de payer pour tout ça, d'une part, qu'il y ait un vrai mécanisme d'indemnisation et de financement qui soit un vrai principe pollueur-payeur, et que l'on change aussi les règles d'autorisation sur le mise du marché au sens très large, au-delà même des procédures juridiques d'autorisation de mise sur le marché des produits. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à ceux qui poussent ce cri d'alarme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Régis, commençons par toi. La FNCCR et France au public ont donc lancé un SOS, les services publics d'eau et d'assainissement qui vont déjà devoir faire face à un mur d'investissement dans les 10-15 ans qui viennent, doivent maintenant payer pour des adaptations énormes en matière de qualité de l'eau potable à la suite de polluants autorisés par l'État dans les procédures avec ou sans AMM, autorisation de mise sur le marché, canalisation autrefois autorisée, pollution industrielle ou agricole, etc. On mesure aujourd'hui la nocivité de tous ces produits, beaucoup plus qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et il n'est pas raisonnable que ce soit aux services publics industriels et commerciaux que sont l'eau et l'assainissement et à leurs usagers de payer pour tout ceci. Qu'en dites-vous et quels sont vos appels, y compris en termes de protection de la ressource en eau? Tout à fait. L'eau est un patrimoine commun de la nation. C'est la loi de 92 qui l'avait prévu. Et on constate qu'aujourd'hui, l'eau n'est pas encore suffisamment bien protégée vis-à-vis d'un certain nombre de pollutions. On a vu ces dernières années les pesticides, on a les PFAS, polluants éternels qui sont maintenant en haut de l'affiche. On a aussi un problème quantitatif avec de la surexploitation de ressources. Et donc, il est temps effectivement de protéger effectivement la ressource en eau. Et quelles sont vos demandes précises sur ce point au stade de la mise sur le marché des produits, voire des contrôles sur les produits ne donnant pas lieu à une procédure d'autorisation de mise sur le marché et avec un vrai principe pollueur-payeur? Alors le premier point, c'est effectivement que on a aujourd'hui en gros 10 millions d'habitants qui ont été desservis par une eau certes non dangereuse mais non conforme à la réglementation. Et que face à ces difficultés, il faudrait évidemment envisager d'abord la préservation de la ressource en eau et donc de limiter l'exposition aux polluants. Et à cet effet, effectivement, les autorisations de mise sur le marché des produits qui sont potentiellement toxiques pour l'eau et plus généralement pour la biodiversité, d'ailleurs ce n'est pas qu'un problème de santé publique, prennent en compte réellement la question de leurs dommages et que dans l'hypothèse où même historiquement on se retrouverait avec des molécules dangereuses, que les personnes qui les ont mises sur le marché soient responsabilisées, y compris financièrement, vis-à-vis des besoins de dépollution ou des besoins de traitement. Donc ce n'est pas à l'usager de payer pour des décisions étatiques ou industrielles prises il y a 15 ans ou 15 jours. Oui, absolument. L'usager là-dessus est finalement la victime de produits qu'il n'a pas demandé spécialement et qui ont contaminé les ressources en eau. Et c'est la personne responsable, les personnes responsables de cette mise sur le marché qui doivent assumer les conséquences des effets délétères de leurs éventuels produits.
Mais il ne faut pas s'arrêter aux autorisations de mise sur le marché, car nombre de ces polluants, on peut citer les barquettes alimentaires, etc., viennent de produits qui ne donnent pas lieu à eux-mêmes. Alors c'est effectivement ce qu'on a constaté sur les PFAS, en particulier, puisqu'on n'a pas de régime d'autorisation stricte, mais il n'en demeure pas moins que même s'il n'y a pas d'autorisation stricte de mise sur le marché, ça ne retire pas sa responsabilité à la personne qui met sur le marché ces molécules. Et donc d'aller rechercher, y compris a posteriori, cette responsabilité. Vous demandez donc une plus grande rigueur au stade des AMM, principe pollueur-payeur, industriel, voire indemnisation par l'État pour les décisions qui furent les siennes, et vous appelez à une vraie responsabilité élargie du producteur, comme en matière de déchets. Absolument, puisque font l'objet d'autorisation de mise sur le marché des produits ou des molécules dont on sait déjà qu'elles présentent potentiellement des risques. D'autres molécules, leurs risques n'ont probablement pas été envisagés, ou en tout cas pas suffisamment au moment de leur conception et de leur mise sur le marché. Ça n'en dédouane pas pour autant les industriels ou les metteurs sur le marché de leur responsabilité par rapport à leurs produits. Et donc à la nécessité, soit dans un cadre type redevance pollution diffuse, c'est-à-dire de responsabilité élargie du producteur de déchets, de financer sous forme d'une taxe la mise sur le marché de leurs produits, donc au moment de leur mise sur le marché, mais ça peut être aussi rétroactivement la mise à la charge des frais de dépollution et des frais de traitement si il s'avère ultérieurement, après leur mise sur le marché, peut-être 10, 20 ans, 30 ans plus tard, que la molécule pose des difficultés en matière environnementale ou sanitaire. Et quelles sont vos autres demandes ? Alors, sur ce point, il y a effectivement un besoin de réforme des autorisations de mise sur le marché, y compris parce qu'on est bien obligé de constater qu'il y a quand même un certain conflit d'intérêts à partir du moment où ce sont les vendeurs, enfin les personnes qui produisent ces molécules, qui produisent les études qui servent à déterminer si oui ou non la molécule peut être autorisée. Donc ça, c'est une réglementation un peu plus stricte. La mise en place de redevances auprès des agences de l'eau pour financer la dépollution. Dans ce cadre-là, on a quand même bon espoir avec la nouvelle directive eaux résiduaires urbaines qui est en cours d'approbation, de finalisation, pour que les personnes qui mettent sur le marché un certain nombre de médicaments et de produits cosmétiques pour lesquels les collectivités vont avoir l'obligation de traiter ces molécules dans leur station d'épuration, vont devoir financer 80% au moins des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement des installations de dépollution supplémentaires. Et donc ça, c'est écrit. On espère qu'il va y avoir au dernier moment une suppression de cette disposition et que dans la manière dont elle sera mise en œuvre par chacun des États, cette prise en charge soit effective et que ce ne soit finalement qu'un début, entre guillemets, puisque là on parle d'une douzaine de molécules. Pour l'assainissement, il faut que le même mécanisme soit élargi sur les autres molécules qui posent question et sur lesquelles il va y avoir, ou il pourrait y avoir dans les années qui viennent, des obligations de traitement en station d'épuration, donc eau usée, mais aussi sur le traitement de l'eau potable. Au-delà de la démarche nationale d'alerte de France Eau Publique et de la FNCCR, je crois que nationalement et localement, vous voulez agir, Madame la Présidente, notamment sur les zones de captage. On mène un combat très déterminé pour faire reconnaître aujourd'hui en France la nécessité absolue de protéger les aires de captage. Et pas seulement les aires de captage prioritaires, mais l'ensemble des aires de captage. Nos masses d'eau aujourd'hui en France sont extrêmement contaminées par les polluants, que ce soit des polluants éternels ou que ce soit des pesticides
métaux lourds, etc. Mais on n'est pas principalement donc impacté par les pesticides et par les polluants éternels qu'on appelle aussi PFAS. Je vous en parlerai après puisque notre collectivité est particulièrement impactée par cette pollution. Et on a une vraie nécessité aujourd'hui de légiférer pour arriver à protéger nos aires de captage. C'est impérieux. Avec, selon vous, un déficit législatif? On est dans un système aujourd'hui en France où les pollueurs ne sont jamais les payeurs. On a des politiques curatives à l'échelle nationale, mais on n'a pas de politique préventive, très peu, puisque, je vous parlerai des PFAS plus particulièrement, mais sur les pesticides, on remarque que le gouvernement ne fait que des marches arrière permanentes sur cette question de l'interdiction des pesticides, et notamment sur les aires de captage. Et donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de faire reconnaître cet enjeu-là. Donc, on a fait un combat prioritaire de ce sujet pour mettre en place une responsabilisation accrue des personnes morales ou physiques qui sont à l'initiative de ces pollutions, qui mettent sur le marché ces produits polluants, une réglementation plus stricte de mise sur le marché et de l'utilisation de produits donc susceptibles de polluer les eaux. La réglementation aujourd'hui est assez permissive de ce point de vue. Et puis une application des principes pollueur-payeur au plan juridique et au plan financier, principe qui est inscrit dans la loi en France, mais qui n'est quasiment jamais activé, ou avec de très grandes difficultés. Je n'ai pas beaucoup d'exemples de grands succès de ce principe qui est pourtant assez essentiel. Et concrètement sur le terrain, que faites-vous pour tenter d'appliquer ce principe pollueur-payeur? Absolument. Alors, dans la métropole de Lyon, tout particulièrement, on est impacté sur un certain nombre de nos captages par des pollutions d'origine agricole, puisque sur la nappe de l'Est, qui assure une partie de notre alimentation en eau potable, on a 5 captages sur 8 qui sont fermés. C'est une situation locale qui est le reflet de la situation nationale, puisqu'il y a eu des milliers de captages dans les 30 dernières années qui ont été fermés en France, arrêtés pour ces mêmes raisons. Mais on a en plus une pollution majeure sur notre territoire qui est la pollution aux PFAS, qui sont donc des polluants éternels, les perfluorés. Qui sont émis par l'industrie chimique. On a ce qu'on appelle, nous, la vallée de la chimie, donc une plateforme chimique dont des entreprises comme Arkema et Dekin sont des représentants très importants et à l'origine de pollutions extrêmement problématiques. Cette pollution, on l'a constatée, nous, à l'échelle de la métropole de Lyon, assez récemment, et on l'a constatée par l'intermédiaire d'un documentaire de Vert de Rage sur la vallée de la chimie, qui a mis en lumière cette pollution au perfluoré, qui impacte l'ensemble des compartiments de l'environnement, l'eau, l'air, les sols. Et en tant qu'élus, nous étions assez ignorants de cette pollution, puisque les rejets de ces entreprises partaient au milieu naturel. Et le contrôle en fait des rejets industriels au milieu naturel sont du ressort de l'État, donc la DREAL, les services déconcentrés de l'État, qui étaient donc censés assurer ce contrôle pendant de nombreuses années. Nous avons, nous, en tant que collectivité, la capacité à contrôler ce qui transite dans nos réseaux d'assainissement notamment, donc les rejets des entreprises qui transitent dans les réseaux des collectivités. Mais nous n'avons pas cette possibilité d'avoir un regard sur ce qui transite par le milieu naturel. Et là, on s'est aperçu, en fait, en faisant des analyses, parce qu'on s'est tout de suite mobilisé quand on a appris cette pollution, en faisant des analyses, qu'un des captages de la métropole, au sud de la métropole de Lyon, donc, était un épicentre de la pollution au PFAS en France. On s'est mobilisé sur cette pollution pour mettre en place toute une démarche scientifiques avec des partenaires scientifiques très importants, le CNRS, le Santé publique France, le CLARA,
Centre de cancérologie Rhône-Alpes, étude pilotée en partie par l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, hein, qui est une vraie reconnaissance académique dans ce domaine. Toutes ces études se déroulent sur un temps long et elles sont destinées en fait à comprendre, à mieux comprendre et à documenter les transferts de ces polluants dans l'environnement et les transferts de ces polluants également dans nos corps, hein, dans le corps humain. Parallèlement, on avait évidemment mis en place un plan d'action pour l'eau potable qui prend un certain temps, hein, puisque amener une autre ressource et créer des interconnexions ou des systèmes de filtration pour apporter des solutions techniques, ça prend du temps. On a estimé que ça ne pouvait pas être les populations, les usagers et les collectivités qui soient les payeurs de ces solutions que nous sommes obligés de mettre en place, qui soient les payeurs de ces pollutions. Et vous avez chiffré ce préjudice et engagé les procédures, je crois. Nous avons chiffré à 5 millions d'euros la mise en place d'un système de filtration à l'usine de Rhône-Sud qui produit l'eau potable. Nous avions également chiffré des interconnexions de secours et des interconnexions immédiates pour des montants qui avoisinent les 15 millions d'euros. Et le fonctionnement, puisque quand on met en place des systèmes, des process de filtration qui permettent de filtrer ces PFAS, c'est des coûts de fonctionnement supplémentaires, donc 600 000 euros annuels. Nous avons choisi d'aller vers un référé expertise. Le référé expertise, c'est en fait quelque chose qui permet, le tribunal à accéder à notre demande, donc, et à nommer un collège d'experts, et ça permet de démontrer la responsabilité du pollueur. Bien, merci beaucoup, au revoir. Avec plaisir. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de l'associé pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.